Alors, en même temps qu'on a ces promesses techno-optimistes, on pourrait dire, hein, eh ben on a aussi des gens qui hurlent au loup, des écolos qui disent au contraire, on va aller vers des pénuries terribles, vous avez vu le prix des matériaux, etc. Au contraire, le pic de pétrole, donc tout va s'écrouler, tout va s'effondrer, parce qu'on va vivre comme ça le moment où la croissance n'est plus possible et va redescendre. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut penser finalement? Est-ce qu'on va vers un monde très optimiste ou un monde au contraire un peu plus dur? Et ce débat-là, en fait, il démarre il y a assez longtemps. En fait, il n'a pas démarré il y a 10 ans ou avec les incendies en Australie ou au Canada. Il démarre dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment des gens qui sont plutôt des biologistes, issus des Gilles Boeuf de l'époque, des biologistes de la conservation, notamment un monsieur qui s'appelle William Vogt, qui est un autodidacte, il est ornithologue, il étudie les oiseaux en Amérique du Sud, et puis Fairfield Osborn, la famille Osborn est très connue, je crois que c'est l'oncle ou le père qui est un célèbre paléontologue américain. Osborn lui-même, il est président de la New York Zoological Society, donc ces gens sont vraiment des gens connus, des sommités. Et en 1948, ils vont tous les deux écrire un livre qui vont être des succès d'édition. Plusieurs millions d'exemplaires déjà à l'époque. On a oublié ça un petit peu, mais et la thèse des livres est à peu près la même en fait. C'est qu'on est en train de piller la planète, hein, la planète au pillage, hein, Our Planet Planet. On est en train de réduire finalement notre capacité à vivre, hein, aussi avec les pratiques agricoles. C'est un peu le sujet de William Vogt. Et en fait, il va y avoir une conjonction de deux phénomènes. L'accélération démographique, très forte à l'époque, bien sûr, hein, dans les années 40, et puis on attend dans les années 50-60 une forte poussée démographique, et puis on a en même temps une consommation par personne qui augmente fortement. Et la conjonction des deux, en fait, va nous faire complètement exploser et sortir des limites planétaires. Et à l'époque, les écolos vont très vite prévoir quelque part des famines pour les années 80, enfin, ou même avant, à cause de la conjonction de ces phénomènes, de l'érosion des sols aussi, des choses comme ça. Ils sont néo-malthusiens, ils se réclament de Malthus, hein, ils ne le prennent pas comme un mot péjoratif, ils sont vraiment sur la logique de dire, voilà, on est trop nombreux et on consomme trop par personne et on va consommer de plus en plus et ça ne va pas marcher. Et puis du coup, très vite, exactement comme, on pourrait dire enfin, peut-être au 19e siècle, je ne sais pas, mais en fait, il va y avoir des gens qui, eux, sont plutôt, non pas issus des sciences dures, mais plutôt des sciences sociales, donc des économistes, des sociologues, des prospectivistes, des futurologues. Le métier de futurologue, il est inventé au début des années 50. En fait, c'est l'armée de l'air des États-Unis qui va subventionner des officines comme la Rand Corporation. Évidemment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la bombe atomique, ça vient modifier profondément la géopolitique, ça vient modifier plein de choses, et donc ils vont sentir le besoin, après la poussée très forte d'innovation technologique, de se projeter. Voilà. Et donc, ils vont payer comme ça des futurologues qui vont essayer d'inventer ce que seront les années 70, les années 80, les années 2000. Et donc, ces gens-là vont dire, mais en fait, les écolos, les lanceurs d'alerte, on pourrait dire aujourd'hui, ils font la même erreur que Malthus. C'est qu'ils négligent le progrès technologique. Et qu'au contraire, on ne va pas du tout vers un monde de pénurie, parce qu'on consommerait tous de plus en plus et qu'on serait de plus en plus nombreux. On va vers un monde d'abondance. Et on va vers un monde d'abondance grâce au progrès technologique. Ils vont donc eux aussi écrire des bouquins. Dans les années 50, les début des années 50, c'est le programme Atom for Peace aussi. Donc c'est la perspective d'une énergie très faible, une énergie électrique atomique très faible. Et donc ils vont prévoir comme ça, imaginer des bases lunaires, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, le fait de repousser l'âge de la mort. C'est assez rigolo de relire ces rapports des années 50-60, parce que ce sont à peu près exactement les mêmes promesses qu'aujourd'hui. Et donc ces gens-là vont se retrouver affublés du petit surnom de cornucopien. Cornucopiae en latin, hein, la corne d'abondance, c'est-à-dire l'abondance par la technologie. Et puis du coup, les cornucopiens ne sont pas très contents de se retrouver un peu comme ça, et donc ils vont dire, les écolos, ce sont les doomsdayers, donc littéralement les prophètes de l'apocalypse. Et comme ça, les cornucopiens et les prophètes de l'apocalypse vont se battre pendant 3 décennies, littéralement, on a oublié ça, mais avec des livres, avec des rapports, avec des prises de parole dans les médias, etc., avec des gens dont on se rappelle peut-être de quelques noms, comme Paul Ehrlich, par exemple, hein, qui est lui aussi un biologiste, un spécialiste des papillons. Il va écrire la bombe P, The Population Bomb, en 1968, avec toujours la même thèse, cette thèse de dire on est trop nombreux, on consomme trop. Et puis en face, on a des gens assez célèbres aussi, par exemple, il y a un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller. Hein, c'est l'inventeur du dôme géodésique, vous voyez un peu cette structure un petit peu sympa. Il y a d'ailleurs un carbone 60 qui sert à faire des nanotubes qui aujourd'hui s'appelle le Fulleren en hommage à Buckminster Fuller.
Et lui, il parle déjà il parlait d'éphéméralisation. Alors c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais aujourd'hui on dirait dématérialisation. Et c'est le fait que, eh bien, on peut rendre des services en fait avec de moins en moins de matière. Et il prend l'exemple des ondes radio, par exemple, qui ont remplacé les câbles de télégraphe. Donc on n'a plus besoin de câbles en cuivre, on a juste besoin d'ondes radio et on peut transporter beaucoup plus d'informations grâce à ça. Et donc cette logique de dématérialisation, elle est déjà présente dans les années 50. Alors en 1972, il va y avoir les Doomsdayers vont marquer des points. Ils vont marquer des points avec le rapport au club de Rome de l'équipe Meadows. Vous avez ici Denis Meadows, Donella Meadows, et puis ici le monsieur qui est un peu plus vieux s'appelle Jay Forrester. Il fait la dynamique des systèmes, ce qui est une science en émergence, et ils vont programmer des ordinateurs du MIT pour essayer de modéliser pour la première fois le système Terre, avec des logiques de production de ressources, d'extraction, de déchets. Et donc, ils vont, quelque part, démontrer, on pourrait dire, une sorte de tautologie, finalement, qui est de dire la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible, parce qu'on finit par heurter une contrainte. Alors, ça fera dire, d'ailleurs, à Solzhenitsyn, alors si finalement, je peux trouver une citation, Solzhenitsyn, qui est encore, je crois, en URSS à ce moment-là, en 64, dans les années 73-74, il va dire, en fait, il aura fallu qu'on ait des savants occidentaux d'avant-garde pour nous expliquer ce que n'importe quelle grand-mère de Russie ou d'Ukraine savait déjà, à savoir qu'une douzaine de vers ne peuvent pas ronger éternellement le même fruit. Voilà. Alors, je crois que la grand-mère de Solzhenitsyn était ukrainienne, c'est pour ça qu'il disait Russie ou Ukraine. Bon, donc du coup, ce rapport va avoir un retentissement mondial énorme, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais voilà, ça va vraiment choquer. En plus, tout ça vient avec les conférences de l'ONU à Stockholm, etc. Donc ça va s'inscrire finalement aussi avec les chocs pétroliers, les premiers chocs pétroliers, dans une logique un peu de réaction, de réflexion par rapport aux enjeux environnementaux qui sont vraiment en train d'apparaître. Et comme dans les années 50, ou dans la fin des années 40, eh bien, il va y avoir une réaction très forte, et en particulier très forte des économistes, qui vont dire encore une fois qu'ils vont aller décortiquer le modèle in fine assez simpliste quand même qui avait été monté. On est en train de parler on n'avait pas la puissance du smartphone ou d'un ordinateur pour faire tourner je ne sais pas quoi en intelligence artificielle. On est encore sur des trucs très très simples, des équations très simples. Et donc ils vont aller décortiquer le modèle et publier des papiers pour critiquer ce modèle. Et notamment il y a un jeune économiste de Yale qui s'appelle William Nordhaus, qui va publier un papier en 74-75, je crois, et qui va en fait dire exactement la même chose. En fait, à nouveau, la même erreur malthusienne d'avoir négligé le progrès technologique. Et lui, il va faire un papier d'une 50aine de pages avec des équations, et il va introduire dans ces équations la notion de backstop technologie, littéralement la technologie qui tue, on pourrait dire, la super technologie. Un truc qui n'a pas encore été inventé, mais qui fournirait une énergie infinie, puisant dans des ressources infinies et qui serait totalement propre. Et grâce à cette backstop technologie, si vous la mettez dans les équations, eh bien à ce moment-là, on peut faire de la croissance infinie. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin de 50 pages pour ça. Il ne faut pas se moquer, parce que ce monsieur, d'abord, il a été prix Nobel d'économie en 2018 pour des travaux ultérieurs sur la finance carbone. Donc, il est très connu. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel avec un monsieur qui s'appelle Paul Romer, qui lui est un spécialiste de l'économie de l'innovation, de la croissance par l'innovation, et qui lui explique qu'on peut faire de la croissance pendant des milliards d'années, parce que finalement la combinatoire des molécules, et des molécules du vivant, ou des molécules chimiques tout court, en fait, est telle que ça nous ouvre en fait un champ d'innovation incroyable, et qu'il n'y a pas de limite à la croissance grâce à ça. Bon, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure éventuellement. Alors la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas se moquer de William Nordhaus, c'est qu'en fait à l'époque, quand ce papier est écrit, évidemment, dans les esprits, tout le monde pense à la backstop technologie. C'est quoi? C'est la fusion nucléaire, bien sûr. C'est la fusion nucléaire qui effectivement aurait quasiment des ressources infinies, serait presque propre, presque totalement propre, et donc permettrait de fournir beaucoup d'énergie à l'humanité. Et voilà, on en est là aujourd'hui. En fait, au début des années 80, le débat va s'estomper. Il y aura un dernier pari célèbre au début des années 80 entre un monsieur qui s'appelle Julian Simon, qui a écrit un livre qui s'appelle The Ultimate Resource, la ressource ultime, qui est un clin d'œil aux géologues. On parle de ressource ultime pour aller chercher le dernier gramme d'un métal dans le sol. Et du coup, il lui dit, on va vers l'abondance, plus on sera nombreux, plus on sera heureux.
et plus on aura à notre disposition des ressources. Il disait même qu'on aurait plus de nature si on était plus nombreux. Alors il ne prenait pas ses vacances sur la Côte d'Azur, hein, sans doute à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de dire plus on sera nombreux, plus on sera riche en innovation, et donc plus on aura d'abondance. Et il va prendre un pari, il va dire on prend n'importe quelle ressource, et n'importe quel terme dans le futur, et je vous parie que le prix va baisser. Et si le prix baisse, c'est qu'on va vers l'abondance. Il y a un gars qui va relever le pari, il s'appelle Paul Ehrlich. Et ils vont prendre 5 métaux, le tungstène, le nickel, je ne sais plus exactement, enfin ils les choisissent bien, des trucs qui sont un peu compliqués à substituer, tout ça. Et malheureusement, en fait, Ehrlich va perdre son pari, enfin pas malheureusement, factuellement. Ehrlich, 10 ans plus tard, perd son pari en 91. Il envoie un chèque de, je crois, $536 ou quelque chose comme ça à Julian Simon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Les années 80, ça va être la chute de l'URSS, il y a une réduction des économies dans les pays de l'Est. Les stocks stratégiques qui avaient été faits par l'URSS et par les États-Unis pour se faire la Troisième Guerre mondiale en fait, sont remis sur le marché et vont faire baisser tous les prix des matières assez durablement. Alors, moi, j'ai travaillé comme consultant à la fin des années 80, enfin, au début des années 2000 pour Total, et on était avec des prix de barils, enfin des prix de projet. Si c'était $9, $10 ou $11, en fait, au-delà, on n'allait pas investir parce que le prix du baril était à $13, quoi. Enfin, oui, avait pu descendre à $13. Donc du coup, les années 80-90 vont estomper le débat sur les ressources et ça va ressurgir seulement au début des années 2000 avec une croissance assez incroyable, évidemment, de la Chine, des pays émergents, qui vont faire que du coup, voilà, ça va tourner à plein régime et là, il va y avoir une pression sur les ressources qui va faire réémerger le débat. Aujourd'hui, le débat, il est toujours, du coup, il s'est réinstallé. On parlera de la guerre un petit peu, sans doute, pour aussi expliquer ça. Et là, voilà, il y a une vidéo assez incroyable de Jeff Bezos que vous pouvez trouver sur Internet, qui lance le module lunaire Blue Origin, enfin qui explique pourquoi il faut aller sur la Lune et dans l'espace, qui est assez dingue. Et Jeff Bezos, voilà, il explique, en fait, il dit, voilà, on fait 3% de croissance énergétique par an. Aujourd'hui, on a besoin de l'équivalent du Soleil qui descend sur le Nevada, mais à 3% de croissance par an, dans quelques siècles, il faudra couvrir de panneaux solaires la Terre entière. Donc, c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut la stase, hein? La stase, c'est pas très sympa. Et le rationnement, ça c'est marrant, le rationnement, on commence à avoir le mot dans les médias. Ou est-ce qu'on veut continuer le dynamisme et la croissance? Alors évidemment, chez Jeff Bezos, on est plutôt dans le dynamisme et la croissance, bien sûr. Et donc il dit, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas limité à la planète, on peut aller dans l'espace. D'accord? Donc, du coup, il y a un truc assez, vous voyez ce truc assez incroyable, c'est des trucs un peu recyclés des années 70, alors qu'ils sont mieux faits maintenant parce qu'il a un peu d'argent pour payer ça. Ce sont des espèces de tors, vous voyez, d'anneaux en fait, suborbitaux qui abriteraient comme ça des villes entières avec le Duomo de Florence au milieu, tout ça. Je ne sais pas comment on va faire ça avec des fusées qui n'emportent que 10 tonnes de charge utile au mieux, mais voilà. Donc cette logique, ce truc entre les cornucopiens finalement et les lanceurs d'alerte, il est encore un petit peu là. Alors en fait, Jeff Bezos, il fait une grosse erreur, c'est qu'il néglige la puissance de l'exponentielle. L'exponentielle, vous savez ce que c'est? La courbe exponentielle, tous les Français, enfin tout le monde entier a découvert avec Covid-19, c'est quand vous doublez quelque chose avec un certain pas de temps. Alors du coup, c'était les contaminations ou le nombre de malades qui doublait tous les 5 jours. Alors au début, ça fait x2, x4, x8, x16, puis après, au bout de quelques semaines, tout le monde est confiné parce que c'est monté tellement vite, tellement fort que c'est plus possible. Eh bien, en fait, cette exponentielle que Jeff Bezos manie, en fait, en disant aujourd'hui, on consomme que l'équivalent de la surface du Nevada, et puis on va consommer la surface de la Terre entière. Eh bien, si on continue à la projeter, ça donne un truc absolument absurde. C'est-à-dire qu'à 2% de croissance par an, ça veut dire qu'on double tous les 37 ans. Le PIB ou la consommation d'énergie ou ce que vous voulez. Alors, selon les cas, on fait plus ou moins ça. 2%, 37 ans. Donc ça veut dire, si vous faites un doublement tous les 37 ans, ça veut dire qu'au bout de 1000 ans, vous avez multiplié par 400 millions, 390 millions exactement. Donc imaginez un secteur économique qui aujourd'hui fait 2% de croissance par an, c'est plutôt pas mal ou pas, bon, c'est pas le monde des startups, mais bon voilà. Eh bien, si on continue comme ça, tranquillement, il faudrait que ce secteur économique il soit 400 millions de fois plus important qu'aujourd'hui. Je ne vois pas très bien comment on va faire tout ça. Et imaginez qu'on fasse ça, par exemple, pour l'énergie. Imaginez qu'on invente la fusion nucléaire même, qu'on arrive à la mettre au point, qu'on la développe. Eh bien, si on fait 2% d'augmentation d'énergie, de croissance, de consommation d'énergie par an, à partir de maintenant, dans 1500 ans exactement, il nous faudra la puissance de l'étoile solaire.
pas de l'énergie qui arrive sur Terre, de l'étoile solaire. Donc vous imaginez bien qu'on ne fera pas un réacteur à fusion nucléaire qui fasse la taille de l'étoile solaire, ça se saurait, ça, dans les films de science-fiction c'est peut-être possible, mais pas chez nous. Et puis évidemment, 37 ans plus tard, il vous faut 2 étoiles. Donc il faut aller très très vite sur Proxima du Centaure, qui est à côté, 4 années-lumière. Et puis 37 ans plus tard, il vous faut 4 étoiles. Voilà. Et quand vous faites le calcul, du coup, il faut conquérir la galaxie, la Voie lactée, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière pour réussir à continuer à faire 2% de croissance par an. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est un peu débile comme chiffre. Hein. Enfin, on peut faire dire n'importe quoi, une exponentielle, bien sûr. Mais ça veut dire que la croissance s'arrêtera, la croissance physique, d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, les économistes, ils s'en sortent en disant, mais c'est pas grave, on va dématérialiser. On va faire de la croissance, on va continuer à faire de la croissance du PIB, mais qui sera de moins en moins intense en matériaux, de moins en moins intense en énergie. Mais est-ce que chaque point de PIB dans 1000 ans sera 400 millions de fois plus efficace en énergie et en ressources qu'aujourd'hui? On peut quand même se poser la question.